Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je visite la cabane à sucre de la Bonaventure à Sainte-Eugène-de-Ladrière. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je me retrouve avec Jacques Thériault, qui est le propriétaire de la cabane à sucre de la Bonaventure à Sainte-Eugène-de-Ladrière, à peu près 30 minutes de Rimouski. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques, merci de m'accueillir ici dans ta cabane à sucre. Pour commencer, j'aimerais que tu me fasses que tu me parles de l'histoire ici de la cabane. Bon, ici, ça a commencé dans les années 70. Mon père, Charles, qui était un entrepreneur forestier. Donc, il y avait ce petit lopin de terre-là ici, une petite terre de 3 par 30. Puis, il y avait un potentiel acéricole. Il faut dire que dans les années 70, en érablière, c'était une petite cabane à sucre, c'était rustique, c'était pour s'amuser. Moi, j'ai racheté en 2004 et là, j'ai acheté des voisins et puis on a agrandi pour faire ça peut-être un peu plus de façon commerciale. Là, on est en plein dans la période des sucres. C'est une période qui est quand même assez occupée pour vous. À quoi ça ressemble quand vous levez le matin jusqu'au soir? Vous faites quoi dans la journée? Ah, on fait toutes sortes de choses. En gros, là, on commence, mettons, à 6 heures le matin, puis on termine mettons, après minuit, là. Ça peut aller des fois jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures. Puis ça, on dort peut-être 4-5 heures, mais pas plus que ça, là. Puis c'est intense, mais c'est 1 mois et demi. Puis faut pas manquer notre coup. On a du sirop à faire, on a des barils de sirop. Là, d'habitude, ici, il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup de monde, il y a de la musique, mais bon, avec la situation de la pandémie, c'est un peu différent cette année. Mais vous tenez bon parce que vous avez décidé de faire des boîtes repas, donc vous faites de la livraison également. Vous continuez finalement cette tradition. Oui, on continue. On a décidé de faire, c'est ça, les boîtes repas pour apporter et on fait de la livraison les fins de semaine. Oui, puis je pense aussi que c'est une tradition que les Québécois aiment, aller à la cabane à sucre, manger le repas de la cabane à sucre. Ça fait partie des mœurs ici au Québec. C'est nos traditions. C'est nos traditions. Je suis un traditionnaliste. Oui? Ah oui, moi, je tiens bien gros à ça. Le monde va en cabane à sucre, ils sont de bonne humeur. Mais ce qui est beau aussi, c'est de voir les familles, les enfants. Ça, les enfants, c'est la relève. C'est eux autres qui vont... Et vous avez des enfants, d'ailleurs, qui vous suivent et qui travaillent avec vous tous les jours, qui vont être éventuellement la relève aussi. Oui, j'ai 3 merveilleux enfants. 2 garçons, une fille, Simon, David, Stéphanie. C'est mes bras droits, mes bras gauches et ma femme, Guylaine. On fait ça familial. On a des bons amis aussi qui viennent nous aider. Jacques, en attendant l'année prochaine, en attendant que les choses se replacent, vous avez quand même beaucoup de travail au travers, tout le bouillage, récolter l'eau, etc. Des installations aussi qu'on va aller visiter. Puis vous me réservez une surprise aussi à la fin de la visite? Oui, une belle petite surprise sucrée. Je pense que tu vas aimer ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Du beurre d'érable. Oh, du beurre d'érable. Je pense que t'es un grand... t'aimes ça, le beurre d'érable. Hein? Oui, le matin sur les toasts, ça se prend bien. Hein? Je suis un amateur. Un amateur. Ben moi aussi, ça tombe bien. Bon, ben on y va alors. Je suis Claudia Parent, je suis la fondatrice du refuge Le Havre de la Faune. Puis, dans le fond, au Havre de la Faune, on recueille les animaux sauvages qui sont orphelins ou qui sont blessés, puis on les soigne, puis on les remet dans la nature. L'idée du projet, ça a commencé l'année dernière. C'est assez frais, là. On a trouvé une bernache qui était blessée à Rimouski. Puis on a appelé les agents de la faune, ils ne pouvaient pas lui venir en aide. On a comme découvert à ce moment-là qu'il n'y avait aucune ressource au Bas-Saint-Laurent pour aider les animaux sauvages. Fait qu'on s'est dit, on a eu l'idée un petit peu folle. On s'est dit, on va en faire un refuge. Puis on a commencé à faire les démarches pour obtenir les permis là, pour faire ça. C'est sûr qu'on a peut-être eu 100-150 signalements depuis le début de 2020. On peut pas toutes les prendre.
C'est bien difficile de dire non des fois quand tu sais que l'animal va mourir, mais tu sais, financièrement, puis au niveau de l'espace aussi qu'on a, notre point faible présentement, là, c'est qu'on fournit, on est loin de se payer un salaire. Là. On fait tout bénévolement, c'est une 60aine d'heures par semaine. Je suis en train de nettoyer, dans le fond, l'habitat des ratons. Là. Je vais nettoyer leur litière. Un raton, c'est super propre, fait que ça fait tout le temps ses besoins au même endroit. Donc, je vais nettoyer le petit coin litière. Puis, je vais passer un petit coup de balai pour nettoyer ce qu'ils ont sali durant la nuit. Elle a été trouvée sur un terrain de camping à Cabano. Puis, elle était faible, là, elle mangeait pas, puis elle avait de la misère à marcher. Elle était vraiment maigre, beaucoup. Fait qu'ils l'ont ramassée, puis ils nous ont appelés. Puis finalement, c'est ça, elle était couverte de tiques, probablement qu'elle était laissée à elle-même là, depuis un petit bout déjà. Là. Fait que c'était pas normal qu'elle soit toute seule. Là. Probablement que sa mère s'est fait frapper, puis elle a perdu ses frères et sœurs aussi. Là. On sait pas pourquoi, on sait pas c'est quoi qui est arrivé exactement. Là. J'ai eu vraiment une révélation comme quoi que les animaux, ils vivent maintenant, sont là en ce moment. Là. Ils pensent pas à plus tard ou à hier comme les humains, ils pensent maintenant. Puis ça ground beaucoup. Ça permet justement de se recentrer sur soi-même puis de se dire, regarde, arrêtez de penser à plus tard ou à ce qui s'est passé avant. Soyez là maintenant, puis ça aide beaucoup à ça. Moi, ma paye, c'est ça. C'est d'être maintenant avec eux autres, puis de pouvoir prendre mon temps. Le salaire là-dedans, en fait, c'est de sauver des vies, de savoir que tu as changé quelque chose dans la vie d'un animal, que si tu n'avais pas été là, il serait mort. Tu sais, c'est ça notre salaire à nous autres. On pensait pas commencer avec un orignal. Ça a commencé gros. Mais c'est ça, finalement, Mousseline, on ne pourra pas le relâcher là, parce que comme on a eu d'autres refuges qui nous ont dit ça, qu'un orignal, ça se relâche pas, malheureusement. Là, quand on l'a trop jeune, là, quand on l'a eu, Mousseline, elle avait encore son cordon ombilical. Là, fait que c'est certain qu'elle, elle a pas de souvenir d'avoir vu un orignal. Là, elle nous a juste vu nous autres. Là. Les animaux qu'on va relâcher, c'est ça qu'on les aime en silence parce qu'on peut pas les manipuler, on peut pas les coller. Un centre de réhabilitation, ça touche pas les animaux, ça parle pas aux animaux parce que justement, on va les remettre dans la nature. Mais les animaux qu'on sait qu'on relâchera pas, ben, on se gâte plus avec. Vraiment une expérience qui est spéciale en te disant, je suis pas juste en train de couper du bois, je suis en train de bâtir un enclos pour qu'un animal soit heureux dedans. Puis ça, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte vraiment beaucoup de me dire, je contribue à ça. Ça me valorise beaucoup, puis je me sens valorisé là-dedans. J'aime ça. J'aime vraiment ça, travailler bénévolement au refuge. C'est un trip. Puis ce qu'on nous souhaite, c'est justement que le projet avance bien, puis qu'on soit capable d'en sauver. On souhaite pas avoir d'animaux le plus possible. Notre but, c'est qu'ils soient dans la nature au mieux pour eux autres. Mais on nous souhaite que ça aille de l'avant. On va l'apporter à deux, là, faites attention de salir à trop coucher. Je m'appelle Roger Langevin, je suis venu au monde au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, l'Adoré, qu'on appelle l'Adoré. Ma mère était couturière, mon père menuisier. Et mon père organisait des objets. Par exemple, il avait fait un cheval dans la maison chez moi, un cheval en paille, recouvert de tissu noir. Et ça, c'est la première sculpture que j'ai vue fabriquer. Je l'ai vue dans la maison, chez moi, à l'Adoré, au Lac-Saint-Jean, à l'âge de 7-8 ans. À 11 ans, j'arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais en passant, j'arrête par Québec, et là, je vois le monument de Champlain, et je suis tellement éberlué que le père rédemptoriste qui était venu me chercher, vous me tirait par la manche parce que le train devait partir, il fallait prendre le train. Et ce qui me surprenait, c'est de voir les gens passer et ne pas regarder. J'étais renversé par ça. Aujourd'hui, j'ai compris
que les gens ont bien d'autres choses à faire normalement qu'à regarder nécessairement des œuvres d'art. Je vais me mettre des masques, mettre des gants. Je suis en train de travailler. Il est 10 heures, entre 10 heures et 10 heures et demie, on prenait la pause, les étudiants aux Beaux-Arts. Et là, je vois entrer mon maître, un petit homme, qui parlait très peu, mais qui de façon tellement juste. Il me demande comme ça, de but en blanc, « Langevin, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? » Je lui dis, j'étais compétitif à l'époque, « Dépasser Michel-Ange. » Il dit, « Dépasser Michel-Ange, vous manquez d'ambition. » Michel-Ange n'était qu'une goutte d'eau dans l'histoire de la sculpture. Ça a été pour moi un choc extraordinaire. Si Michel-Ange était une goutte d'eau, quelle poussière que je peux bien être à côté de lui, qui était mon idole. Ce que Michel-Ange aurait pu faire, s'il y avait eu une disqueuse comme ça devant lui ou une sableuse, tout le temps sauvé. C'est incroyable les instruments qu'on a aujourd'hui. Puis on travaille si peu. Le discours principal du sculpteur, de l'artiste, passe par ses mains. Tout ce qu'il peut en dire par après ne change rien à ce qui est. J'aime bien qu'on dise qu'on aime ce que je fais. Bon, ça me fait plaisir. Mais ça me ferait drôlement plus plaisir si c'était Bartolini, mon maître, qui arrivait et qui dirait « Roger, vous êtes allé loin. Vous êtes allé plus loin que j'aurais cru. » Donc, avec une petite spatule, ça, je m'en viens faire des choses très grosses, ou avec des spatules ordinaires, mais aidé en grande partie par mon assistant, qui est un jeune homme fort, très vaillant aussi. Donc, à deux, on fait un bonhomme. Un bon homme, pas un bonhomme de carnaval, quand même. Il faudrait insister sur le fait que les gens devraient s'embarquer dans une création, peu importe laquelle, pas nécessairement artistique, là, mais une création, pour oublier le temps, oublier l'environnement morose. Moi, je ne veux plus regarder les nouvelles, je trouve ça trop déprimant, et je me sens un peu gêné d'être si heureux, alors qu'autour de moi, il y a tellement de malheur. Fait que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Alicia, je te parlais tantôt de mon bras droit, David. Oui, salut David. Mon fils, ma relève aussi. Donc, là, si tu veux bien, il faut mettre du bois dans l'évaporateur. Oui. Donc, si tu veux donner un coup de main à David... Certainement, je vais t'aider, David. Je vais te prendre un petit pour commencer, là. Oui, tu vas voir. Tu vas mettre le bois sur le dessus. Parfait. Quand même, hein? Hey, t'es bonne. Chaud là-dedans. Exactement. La température est de combien de degrés présentement? En fonction, l'évaporateur peut atteindre jusqu'à 1500 degrés par an. Quand même, hein? Oui. Ça chauffe. Quand on pense qu'une tarte au four se cuit autour de 350, c'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'il faut encore que j'en mette? Oui, encore un petit dernier. Un petit Tu peux le mettre dernier. sur le dessus. C'est parfait. Super. Voilà. Et voilà, c'est reparti pour combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Oui. Super. Et Bon, voilà. les autres plus gros, honnêtement, je vais te les laisser. Donc là, on voit que tu as des caméras de surveillance qui sont à 3 km de là où on est présentement. Donc, ça veut dire que l'eau qui est à des kilomètres d'ici s'en vient dans des tuyaux jusqu'ici. Oui, tu vois, de la façon que ça fonctionne, l'eau d'érable tombe dans ce qu'on appelle ici un extracteur.
Oui, C'est gros, là. c'est ça. Il est en train de se remplir d'eau. Donc, tu vois, ça, c'est un bassin de 6000 gallons. Puis là, on le voit, là, on est dans la grosse période. L'eau coule à flot, les bassins sont remplis. Donc, vous êtes un peu tout le temps à la merci de la température. Ça regèle, ça redégèle. C'est comme ça, hein? C'est ça. Ici, on a un extracteur qui sert vraiment à recueillir l'eau d'érable. Ici, on a une petite, ce qu'on appelle une patch. Puis c'est cette eau-là, Jacques, qui éventuellement va aller dans notre beurre d'érable qu'on va aller fabriquer ensemble. La partie le fun de la fin. C'est ça, c'est en plein ça. Mais avant d'aller faire le beurre d'érable, cette eau-là va être redistribuée dans des bassins qui vont servir à alimenter l'osmose qui est là pour faire notre concentré d'eau d'érable, qui lui va passer dans l'évaporateur et après ça, on s'en va à la salle de transformation avec le sirop. Donc il y a vraiment plusieurs étapes, là. Oui, c'est ça. Donc là, tu vois, on a une station de pompage souterraine là, qui est en train de nous envoyer de l'eau ici. Donc, c'est comme ça se fait tout seul, puis la technologie est là pour nous aider, on s'en sert. Alors, Alicia, si tu veux, on va te faire brasser le sirop un peu pour vraiment le mélanger comme il faut. On veut vraiment que le sirop là, soit à la même température, que ce soit dans le fond, sur le dessus. Puis ce sirop-là va s'en aller à notre salle de transformation ou va s'en aller aussi pour l'embouteillage. Au final, ça s'en va dans notre ventre. C'est en plein ça, c'est ça. C'est la dernière étape, ça. Aujourd'hui, on va faire du beurre d'érable ensemble. Moi, c'est ce que je préfère. On va attacher ça. Le dernier qu'il a utilisé était un petit peu plus... Puissant. Fait qu'on va partir à la machine, OK? Fait qu'on va envoyer ça là-dedans, comme ça. C'est quand même très... c'est épais, là. Oui, c'est du caramel. Oui, c'est ça. Tu veux que je t'aide? Demander, si tu veux, tu vas prendre la bonne vieille palette de bois. Tranquillement, tu vas faire ce qu'on appelle racler le fond. OK. Puis tu vas apporter ça. C'est fun comme texture. T'es-tu correct? Ça va, c'est assez dur sur le bois, hein? Quand même, hein? C'est physique, tout ça. Puis pourquoi c'est ton produit préféré, le beurre d'érable? Moi, je trouve le beurre s'étend bien sur les rôtis le matin. C'est vrai, hein? Surtout quand les rôtis sont bien chaudes, là. C'est ça, c'est ça. On a juste le goût de mettre une toast en dessous. Ouais. Pour faire 1 gallon de sirop, ça nous prend environ 45 gallons d'eau d'érable qui est sucrée à 2 de taux de sucre. Quand même, OK. Là, Jacques, on a une super machine avec nous pour fabriquer notre beurre d'érable, mais on s'entend que dans le temps, il fallait qu'il fasse tout ça à la main. Ça devait prendre des heures. Oui, effectivement, c'était très long. Puis, c'est sûr qu'il faisait des petites quantités, par contre. Faut avoir de l'équipement là, adapté là, à nos besoins parce que tout brasser ça à la main, là, ça serait trop long. Puis ça prend des gros muscles aussi. Oui, c'est ça prend les deux. Je me prépare à mettre ça en contenant. Ça fait que tu vois, on a nos contenants de 500 grammes ici. Et c'est parti. En tout cas, il a une belle couleur, là. Tu sais, le sirop d'érable, il appelle ça de l'or blond. C'est ça. On a 24 contenants de 500 grammes. Bravo. Hey, c'est super. Merci de m'avoir montré comment ça se fait du sucre... du beurre d'érable. Parce que c'est la première fois que je voyais ça. Merci pour la belle visite aussi à la cabane à sucre. Ça nous fait plaisir. Merci du coup de main. Merci à toi. Bienvenue. Et puis ça, là, on met le doigt. OK. Oui, tu peux.